Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, deuxième partie de vidéo avec Francis Gendron. Nous sommes à Montréal. Si vous avez loupé la première partie, je vous recommande vivement de la regarder parce que c'est sur vos rêves, pour aller jusqu'au bout de vos rêves, pour les réaliser. Forcément, il y a des défis de la vie qui se présentent et Francis a réalisé de nombreuses choses depuis 2011-2012. Tu es passionné, tu as cette vision, hein, et d'ailleurs cette vidéo est là-dessus, sur créer des habitations qui sont autonomes, naturelles, écologiques. C'est ça ton rêve, hein, et tu as petit à petit, ça s'est développé en quelque chose en fait d'immense, d'incroyable, une aventure extraordinaire qui a démarré sans un sou. Oui, absolument, vraiment sans aucun sou, $0. Je me suis acheté une petite caméra pour commencer à faire des vidéos YouTube. Ouais. Puis ça a commencé vraiment comme ça. Puis c'est ça a commencé à Taos, au Nouveau-Mexique. Ouais. Parce que dans le fond, mon objectif, c'était juste d'apprendre au début. Tu sais, j'avais cette vision-là. Je savais que la permaculture, l'éco-construction, c'est quelque chose qui me parlait, qui m'intéressait. Mais sans être de ce background-là, j'étais pas en construction avant. Comme je le disais un peu dans le premier vidéo, j'étais guide de plein air au tout début. Tu sais, l'autonomie m'a toujours intéressé parce qu'on était en autonomie loin dans le fin fond du Canada et tout ça. Sauf que là, je voulais me rapprocher de l'éco-construction. Puis la raison principale pour ça, c'était que justement, la seule chose que j'aimais pas lorsque je partais en longue expédition, où est-ce qu'on travaillait le leadership, puis un aspect quand même, du moins, j'allais dire spirituel, mais du moins, genre comment faire pour avancer dans la vie, dans ses rêves et tout ça. On travaillait ça, puis j'adorais ça, sauf que les gens associaient ça à l'expédition. Puis quand ils revenaient, ils disaient « Ah, mais on revient dans le monde normal ». Ça, c'était quelque chose qui me dérangeait parce que c'était comme si on pouvait se permettre de tout faire ça, parler de ces choses-là dans l'expédition, puis quand on revenait, c'était plus difficile. Puis je me cherchais des sujets qui permettraient de donner des formations où est-ce que les gens pourraient grandir, apprendre beaucoup, mais après ça, venir l'appliquer directement chez eux ou en construisant, en ayant ce rêve-là d'une nouvelle maison, d'un nouvel style de vie, puis ils pourraient l'appliquer directement. C'est marrant parce qu'on a les mouettes autour et la construction, il y a plein de choses qui se passent. Les mouettes sont très bavardes là. Vous avez envie de participer à ça? Comment ça se fait? La première vidéo n'était pas si pire, là ils ont commencé à faire la fête. J'ai envie de participer à cette conversation. Donc ta vision, redis-nous ta vision, parce qu'on l'a un peu évoqué en fin de la dernière vidéo, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est possible? Donc ce qui est possible qu'on sait déjà définitivement et qu'on continue de pousser dans cette direction-là, c'est des maisons qui sont au minimum résilientes. Donc, faites de matériaux naturels, oui, définitivement. Mais résilientes, ça veut dire qu'ils sont capables d'offrir aux habitants eau, nourriture, chaleur, électricité, au moins de base. Fait que pour moi, c'est vraiment ça, c'est que quoi que ce soit qui arrive avec le monde, que ce soit un problème au niveau politique, économique, je veux dire, tu sais, comme on avait en Europe, la Grèce, par exemple, des choses comme ça, où est-ce que économiquement, un pays peut passer d'un très haut niveau de facilité financière, d'abondance, à littéralement avoir de la misère, avoir de l'eau, de la nourriture, les choses de base essentielles. Ça, je trouve ça spécial quand même qu'on n'ait pas plus de réflexion à ce niveau-là. On continue à pousser les technologies puis tout ça, mais l'aspect résilience est moins important. Puis, dans ma recherche sur ce sujet-là, je me suis rendu compte à un moment donné que si on s'assurait juste que les maisons sont résilientes, juste ça, bien, ça l'offrirait un foyer, eau, nourriture, chaleur, électricité, puis une nourriture de base à tout le monde qui ont ces maisons-là. Et donc, on règle une grosse partie du problème directement. Puis c'était ça, c'est vraiment ça la vision. Puis c'est pour ça, dans le fond, que je suis allé étudier au début à Taos, au Nouveau-Mexique, comme je le disais, le Greater World, le monde meilleur, parce que c'est la plus grosse communauté autonome énergétiquement au monde. Ils sont combien là-bas? Eux autres sont des centaines, bien, ils sont une centaine, là, sont 100 dans le Greater World, mais il y a plein d'autres petites communautés qui sont comme les bébés de tout ça. Fait que, à Taos, comme tel, là, dès qu'on sort du village, toutes les maisons sont comme ça ou presque. C'est vraiment impressionnant. C'est la norme. Il y a un agent d'immeuble pour maisons autonomes, ce qu'ils appellent les Earthships là-bas. Là. Les maisons qui ont été développées par Michael Reynolds, l'inventeur, qui était aussi notre enseignant. Et il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. Il vit toujours là-bas. Il y a la Earthship Academy que les gens peuvent encore aller faire si c'est quelque chose qui les intéresse. C'est possible. Moi, je l'ai fait. J'étais la première cohorte. Donc, quand ça a ouvert en 2012. Et puis tu t'es dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai vu le film. Et donc, il y a un film qui s'appelle le Garbage Warrior, le guerrier des poubelles. Oui. Et puis, lorsque j'ai vu ce film-là, j'ai fait, OK, la raison, j'ai vu d'autres choses qui avaient l'air intéressantes, mais c'était l'endroit où est-ce que je pouvais tout apprendre d'un seul coup. Ouais. Puis c'est là que j'ai décidé d'y aller. Puis j'adore aller apprendre de des gens qui ont expérimenté pour vrai. Ouais. Puis là, après d'avoir construit des centaines, toutes ces entreprises vivent seulement du solaire là-bas, donc tout est autonome, les entreprises, les gens, tout. Et donc là, c'était vraiment inspirant et tout ça. Ouais. Fait que, bien entendu, le climat est légèrement différent. Oui. Ils sont en haute altitude, donc ils ont des très grands froids comme nous au Québec, sauf que ils sont dans le désert, fait que les variations de température sont beaucoup plus intenses. Donc ça va aller de, par exemple, moins 20 degrés Celsius à plus 20 degrés Celsius dans la même journée. Ça pourrait faire jusque ça pendant l'hiver, des choses comme ça. Donc, leurs différences sont importantes, puis aussi au niveau de l'eau. Ils ont
vraiment pas de problème d'humidité. Nous, on a des problèmes d'humidité. Fait que ma quête après ça a été comment on fait pour rassembler les spécialistes d'ici, du Québec ou de l'Amérique du Nord, un climat qui est plus froid et humide, puis aller chercher les mêmes principes, la même philosophie, mais l'appliquer, dans le fond, nous ici au Québec. Parce que les Earthships, ça me rappelle un peu quand j'avais été interviewée, une de mes toutes premières interviews du Receiving Tour, Chris Griscom. Ces habitations comme ça, un petit peu arrondies et tout, c'est sympa, mais c'est pas pour tous les climats, c'est pas pour tout le monde. Donc comment ça a évolué pour toi? Parce que c'est intéressant de voir comment une personne peut apprendre, que ce soit un thérapeute ou pour toi, une technologie de quelqu'un, et ensuite développer ton propre truc. Parce que il y a les serres aussi, que tu appelles serres passives, il y a plein de différentes choses maintenant que tu as développées. Donc comment tu passes de ce Earthship, comment ça a évolué tout ça, et quelles sont les différences entre tous ces styles d'habitation et pour qui? Oui, je comprends. C'est une vraiment bonne question. Puis, dans le fond, nous, notre réflexion, ça a été la technologie exacte, on ne peut pas juste la prendre puis la copier-coller dans un autre climat parce qu'on a un climat différent. Puis, il y a certaines choses que, s'ils sont mal faits, malheureusement, ça va être une maison qui va être désagréable à vivre à l'intérieur. Donc, ça, ce serait malheureux, puis ça donnerait une mauvaise réputation. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que j'ai adoré la pédagogie de Michael Reynolds aussi, qui avait séparé toute la complexité qu'on peut avoir dans une maison écologique et autonome en 6 grands principes, qui étaient justement le chauffage bioclimatique. Donc, comment on fait pour interagir avec le soleil puis chauffer sa maison au complet? Eux, ça fait maintenant depuis 2011 que leurs nouvelles maisons n'ont aucun chauffage. Ici, au Québec, il y a une maison, puis c'est très froid, là, le Québec, là, quand même, vous le savez. Donc, à Bolton-Est, dans les cantons de l'Est, il y a une maison qui va être construite cette année qui est estimée de coûter à peu près 80 $ de chauffage par année. Donc, c'est vraiment, là, on est rendu proche de rien. Là. Je veux dire, même si on ne chauffait pas du tout cette maison-là, elle ne descendrait jamais en bas de 15, 16, 17 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment impressionnant comme performance. Donc, ça, c'est un des premiers principes. Ensuite de ça, il y avait tous les matériaux naturels. Comment on fait pour construire des matériaux qui sont recyclés ou naturels pour arrêter de, justement, détruire tout ce qui est autour, dans le fond. Après ça, toute la gestion de l'eau. Comment on fait pour capter l'eau de pluie? Eux, ils vivent dans le désert, puis ils sont autonomes juste avec l'eau de pluie. Fait que toute cette mentalité-là de comment on pourrait utiliser l'eau de pluie pour qu'il littéralement ait le meilleur système de plomberie du monde, on s'en rend pas compte, mais les nuages, tu sais, dans le fond, la vapeur d'eau se distille en montant au ciel et est livrée gratuitement sur le toit de votre maison. Vous avez juste à le ramasser puis à l'utiliser. Puis lorsqu'elle est bien gérée, tu es capable de l'utiliser pour toute ta maison complète. Fait que c'est vraiment intéressant comme philosophie. Après ça, comment on fait pour gérer les eaux grises? Parce que, tu sais, de l'eau qui sort du bain, c'est vraiment pas de l'eau aussi polluée que de l'eau qui sort de la toilette. Puis de l'eau qui sort du bain, en fait, des plantes adorent ça. C'est de l'eau chaude, savonneuse, et le savon est en fait un engrais pour les plantes. Et donc, eux, par exemple, ils recyclent les eaux grises, les envoient dans leur serre qui alimentent les plantes. Et ensuite, cette même eau grise-là est réutilisée pour les toilettes, après elle est filtrée et réutilisée. Donc, tu sais, pour augmenter, avoir besoin de beaucoup moins d'eau et avoir la même qualité de vie. C'est toujours ça l'objectif aussi. C'est comment on fait pour avoir une meilleure qualité de vie, mais en réduisant drastiquement l'impact. Pas retourner à l'âge de pierre non plus puis dire comme on a juste pu vivre avec rien. Puis c'est pas aussi excitant et plaisant pour la plupart des gens. 5e principe, c'est tout ce qui est alimentation, les serres solaires passives. Comment on fait pour connecter à sa maison un endroit qui... Tu sais, dans les aspects qui augmentent le plus la qualité de vie, je pense que c'est la serre. On sort un sociofinancement en octobre. J'espère avoir l'impact qu'on va avoir, mais Luc Milderman, ça fait plus de 30 ans qu'il développe des maisons solaires passives avec des serres intégrées. Puis lui-même, il vit avec ça depuis 35 ans, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est presque la première étape. Enfin, tout le monde devrait avoir cette serre. Pour moi, c'est comme c'est une qualité de vie là, incroyable. C'est-à-dire, par exemple, au Québec, nous, beaucoup les gens chialent de l'hiver trop long, mais de février à avril, c'est le mois qui a le plus de soleil au Québec. Parce que quand il fait très froid, il ne peut pas avoir de nuages. Donc, quand il fait très froid, il fait soleil. Puis quand il fait soleil, ben dans la serre, même s'il fait moins 40 dehors, il fait plus 25 dans la serre. Fait que ça veut dire que Luc Milderman, ses petits-enfants, ils viennent se baigner dans sa serre en février au Québec. Lui, il cultive à l'année depuis 35 ans, 12 mois par année. Puis on a fait une formation avec lui qui va être en ligne, qui montre comment cultiver 12 mois par année, comment construire la serre. On donne tous les plans, tout va être inclus dans la formation. Puis on espère que ça va relancer cette idée-là qui a été abandonnée, selon moi, entre autres parce qu'il y avait moins d'intérêt. Les gens étaient plus intéressés par la nourriture commerciale, que ce soit facile, tu vas à l'épicerie, tu l'achètes. Mais maintenant qu'il y a un engouement pour la nourriture locale, la nourriture biologique puis de qualité, je pense que c'est un mouvement qui va repartir. Là, ce qui manquait, c'était les outils. C'était le comment faire. C'est est-ce que ça va marcher pour vrai? Parce que c'est quand même un investissement. Tu vas être sûr que ça ne va pas maganer ta maison aussi, que ça ne va pas causer des problèmes. Donc, je pense qu'on s'en... Des investissements de combien? Ça dépend vraiment parce que ça dépend de si la personne est capable de le faire elle-même. Mais pour une grande serre, celle que nous on propose, mais ça peut aussi, c'est la grandeur, tu peux faire la moitié de cette grandeur-là. Mais la grande serre qui est quand même 36 pieds de large par 12 pieds. Fait que c'est une grande serre, tu peux vraiment cultiver. Lui, il cultive tout ce qu'il a besoin au niveau... il cultive pas, par exemple, son riz puis les céréales, ces choses-là, mais tout ce qui est fruits et légumes.
légumes toutes, puis fruits une grande partie dans sa serre. Et puis, ça, lui, par exemple, l'investissement, c'est si il faisait 100 matériaux recyclés, mais en autoconstruction, à peu près 10-12 000. Puis, mais lorsque tu fais faire par quelqu'un, en tout cas au Québec, ça coûte très cher parce qu'il y a beaucoup de lois au niveau de ça, autour de ça, ça monte plus à 25 000 à peu près. Mais c'est un choix de vie, en fait, parce qu'on peut facilement sauver sur une maison 25 000 sur sa cuisine, qui est un petit peu moins fancy au début, puis avoir une serre à côté à place. Et puis après ça, on améliore sa cuisine plus tard quand on a le goût de rajouter. C'est vraiment ça le point de Luc que je trouve vraiment intéressant. Puis le dernier, c'est l'autonomie énergétique, parce que veut pas, même avec une maison solaire passive qui n'a plus besoin de chauffage, tu as quand même besoin de faire rouler ton blender, puis ton ordinateur, puis ton cellulaire. Puis ça, ça prend des panneaux solaires pour alimenter ça. Fait que c'est l'ajout de panneaux solaires de manière stratégique pour avoir une plus grande autonomie électrique là, à ce niveau-là. Eh bien, dis donc, et donc, il y a différents... Parce que là, on parle plus de serre, donc ça, c'est quelque chose... Il y a jamais de problème de permis de construire dans tout ça? Parce que toi, j'ai vu ce DVD que tu avais fait, La serre du futur, où tu mettais des pneus, hein? Ouais, donc là, ça va. Dans le fond, pour les serres, s'ils sont séparés des maisons, nous, jusqu'à présent, au Québec, il y a une municipalité qui a refusé les plans avec les pneus, donc il a fallu retravailler ça, puis finalement, ils l'ont accepté, mais ça a été beaucoup plus compliqué, puis tout ça. Mais c'est parce que ça, c'est des serres qui sont séparées des maisons. C'est beaucoup plus facile au niveau des permis. Lorsque c'est les maisons, nous, on construit, par exemple, Aube Architecture, notre nouvelle compagnie de design, et dans nos formations, on montre toujours les deux aspects. Voici ce qui est hors code du bâtiment, et donc qui serait beaucoup plus compliqué pour toi, mais on a réussi à tout adapter au code. Fait qu'on est capable d'avoir une serre qui est au code du bâtiment. Tous les bâtiments qu'on fait utilisent aussi des matériaux recyclés, mais c'est pas les pneus. Par exemple, nous, on utilise entre autres beaucoup la cellulose, qui est du papier journal recyclé, dans le fond, qui fait l'isolant dans les murs. Puis on met de la brique de terre crue à l'intérieur de la maison pour avoir la masse thermique. Donc, on a le même objectif, sauf qu'on respecte le code du bâtiment. Fait que ça dépend beaucoup de la personne jusqu'à quel point elle veut pousser son truc. Puis c'est sûr qu'être autoconstructeur puis être hors code, ça se fait. Il y en a qui l'ont fait au Québec depuis qu'on fait des conférences, même pour des maisons. Mais c'est 1 an, 2 ans de travail supplémentaire, de recherche, de développement. Il faut vraiment y mettre tout son cœur puis que ça devienne une mission de vie, une passion de vie. Alors que là, on a des modèles qui ont une performance extrêmement similaire puis qu'on va être capable de faire au cas du bâtiment, c'est-à-dire du clé en main. Si la personne a l'argent, elle peut se le payer. Quelqu'un vient construire au complet pour elle la maison avec la serre, avec les panneaux solaires, avec tout, dans le fond. Fait que ça, c'est le fun parce que ça l'ouvre l'opportunité à plus une grande possibilité au niveau des gens. Là. Oui. Parce que pas tout le monde veut le faire, pas tout le monde peut. Certains en rêvent, mais ne pourront jamais aller, même mentalement, jusqu'au bout. Ouais, on parlait de ça dans la première partie. Ouais. Exactement. Fait que nous, ça a toujours été ça, notre objectif. C'est comment on fait, mettons qu'on dit qu'il y a un 5 % de la population qui est intéressée par l'éco-construction, puis un 95 qui est intéressé par soit le clé en main, ou du moins, il aimerait ça faire la finition, mais pas faire toute la construction au complet. Fait que nous, on essaie toujours de pouvoir desservir les deux. Puis Solutionnera donne des formations pour les deux types de personnes, ceux qui veulent autoconstruire et ceux qui veulent faire du clé en main, mais qui veulent au moins être impliqués dans le design pour s'assurer que la maison respecte ces principes-là, choisir les matériaux puis tout ça. Et puis Aube Architecture fait la même chose, c'est-à-dire qu'on supporte les autoconstructeurs qui ont juste besoin de plans pour pouvoir passer à l'action, mais ils veulent le faire par eux-mêmes. Ou les gens qui, par exemple, je donne l'exemple de ma mère, qui aimerait beaucoup avoir une maison comme ça, mais qui a une passion déjà dans la vie qui n'est pas de construire des maisons. Et puis nous, on peut aller le construire pour elle au lieu. Puis ça le rend plus. Ça marche partout, ça, dans le monde entier? Ou comment? Bien, dans le fond, fait que le code du bâtiment change d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, même les provinces au Canada sont différentes. En Europe, c'est différent aussi. Ceci dit, le code du bâtiment du Québec est un des plus sévères. Fait que c'est ça qui est intéressant. Donc, à petit ajustement près, oui, ça devrait fonctionner à peu près partout. Après ça, il faut s'appliquer à chacun, il faut voir c'est quoi le nouveau code. Puis l'endroit où est-ce que ça devient un petit peu plus complexe, c'est dans les villes très denses. Donc, quand on regarde Montréal, par exemple, ils vont avoir eux, ils rajoutent des normes par-dessus le code à cause de la complexité de la densification. On peut réutiliser les mêmes principes puis le refaire, mais souvent, ça va demander un design adapté vraiment à la ville pour ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand même dans la haute densité, disons. Ouais. C'est des projets à combien de temps, tout ça? Combien de temps, tu veux dire? Combien de temps ça met avant, par exemple, de décider de le faire, jusqu'à trouver le terrain, jusqu'à le construire, jusqu'à peut-être même faire un éco-village? Je veux dire, c'est quand même... faut avoir une vision large, hein, c'est ça aussi. Hein? Large, absolument. Puis, ça va vraiment dépendre de la personne. Rendu, il y a juste l'année passée, je t'aurais dit, ça prend toujours au moins 2-3 ans parce qu'il y avait tellement peu de ressources pour les gens qui voulaient passer à l'action que l'autoconstructeur ou la personne qui avait vraiment beaucoup d'argent était à peu près les seules options. C'est-à-dire qu'il fallait faire un design par un architecte parce que souvent, les technologues, ceux qui sont capables de faire des plans pour moins cher, sont très rarement spécialisés dans
la maison autonome, ces choses-là. Leur éducation est plus limitée à ce niveau-là. Il y avait certains architectes qui se sont vraiment spécialisés là-dedans, mais à 15, 20, 30, 40, 50 000 $ par plan, tu n'as pas commencé à construire, encore tu as juste les plans, ça devenait plus difficile. Ceci dit, c'est pas toujours le cas, là, mais je fais juste démontrer un peu qu'il y a juste quelques années, les possibilités étaient beaucoup plus petites. Dans les dernières années, beaucoup de choses ont changé. Je pense qu'on a beaucoup aidé là-dedans, mais il y a d'autres gens aussi, bien entendu, qui ont poussé ça. Puis maintenant, littéralement, quelqu'un pourrait venir voir Aube Architecture, dire « je veux me construire dans 2 mois ». Puis nous, par exemple, on a déjà des terrains qu'on a des ententes. Si un des terrains qu'on a lui plaît, nous, les plans sont déjà faits, ou on peut le personnaliser. Puis on peut aller voir n'importe quel, on lui offre un choix de nous. On a fait des partenariats avec plein d'éco-constructeurs différents en fonction des différentes régions du Québec. Puis on peut l'accompagner. Puis il pourrait construire le mois prochain, puis ce serait prêt dans 2-3 mois, par exemple. Wow. Fait que c'est juste pour montrer. Ça, c'est sûr que la personne, il faut qu'elle ait plus d'argent que l'autoconstructeur, qu'il le fait lui-même. Mais l'autoconstructeur, lui, il faut qu'il ait plus de temps. Parce que la démarche est plus longue, puis ça prend le... Et tu encourages beaucoup les gens, bien sûr, à se réunir autour de leur communauté, à cette entraide. Hein. C'est très important, là aussi. Oui, absolument. Puis la Serre du futur est un bel exemple de ça. Je trouve que c'est une des choses que j'avais admiré vraiment Le Monde Meilleur, le Greater World, où est-ce que j'ai étudié. C'est qu'eux, ils ont créé cette communauté-là où est-ce que c'est juste normal pour eux que le samedi, ils vont s'entraider puis ils vont améliorer la maison ou construire la maison du nouveau. Tu sais, par exemple, c'était comme culturel. J'ai trouvé ça vraiment inspirant, puis ça me rappelait que moi, la famille de mon père, sont beaucoup de gens dans la famille, sont 13 frères et sœurs. Et puis, culturellement, c'est des fermiers, puis le temps des foins, tout le monde venait s'entraider, puis ça crée cette communauté-là que je trouvais ça, c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment inspirante quand j'étais jeune aussi. Puis je me disais, comment on pourrait reproduire ça, puis rapprocher les communautés au travers de ça? La serre du futur était un des objectifs de faire ça. On peut créer une serre en communauté, ensemble, avec des matériaux recyclés qui revient beaucoup moins cher. Puis c'est simple à construire. C'est l'autre objectif. Je l'ai fait extrêmement simple à construire, que ce soit accessible aux gens, avec charpenterie vraiment de base. Les pneus, c'est une des choses les plus faciles à apprendre. Juste après le DVD, tu peux déjà te lancer si tu as le goût. Et puis là, tu peux rassembler plein de gens au travers d'un objectif commun. Juste pour te donner un exemple, tu sais, c'est du bénévolat, puis c'est du travail dur physiquement. Mais nous, quand on fait une annonce d'une nouvelle serre à construire sur nos réseaux sociaux, il faut limiter les gens. C'est parce qu'il y a trop de bénévoles qui viennent. On a déjà eu des fois où 60 personnes. On construisait tous les pneus en une journée, tellement il y avait de monde, puis c'était dur de gérer la situation. L'abondance, hein? C'est ça, l'abondance de gens qui veulent venir. Puis je veux dire, on a construit une serre à Saint-Félicien, qui est quand même très loin dans le nord. Les gens montaient de Montréal pour venir apprendre puis contribuer à ça. Maintenant, bonheur pour le cœur. Exactement. Puis les gens, c'est quelque chose de juste merveilleux pour juste de voir que les gens sont prêts à se déplacer, qui sont prêts à contribuer puis s'entraider pour créer une serre qui va utiliser l'énergie du soleil pour produire de l'abondance pour la personne qui l'a construite. C'est vraiment une ambiance que j'adorais. Maintenant, pour les maisons, je tiens juste à dire que pour les maisons, je fais un petit bémol dans le sens que je trouve ça quand même intéressant de le faire pour les maisons, mais il y a beaucoup plus de choses à penser pour les maisons. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites pour une maison qui vont être problématiques dans le temps. Donc, j'encourage les gens à s'entraider. Ceci dit, il faut y aller avec des gens d'un petit peu plus d'expérience parce que sinon, on peut faire des erreurs qui seront problématiques. La serre, il y a à peu près rien qu'on peut manquer qui serait grave dans le temps. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Puis une serre, on s'entend que c'est beaucoup plus petit budget, beaucoup plus petites conséquences, même s'il y avait quelque chose, mais c'est extrêmement dur. Fait que les maisons, puis c'est sûr que nous, au Québec, je ne sais pas si c'est comment en Europe, mais au Québec, c'est très, très réglementé, là. À part tes frères et sœurs, techniquement, tu n'as pas le droit d'avoir personne qui vient t'aider à construire ta maison. Juste au niveau des règles. Bon, après ça, quand c'est artisanal, il y a des choses qui peuvent jouer un petit peu, il y a des zones grises, mais donc il y a plus... C'est pour ça que la serre, je la trouve vraiment intéressante pour cet aspect-là communautaire, les gens s'entraident et tout ça. Les maisons, je pense que ça vaut la peine de, au moins l'aspect performance, de le faire faire par des gens qui ont une certaine expertise, parce que si la maison est performante, c'est des années et des années à sauver 1 000, 2 000, 3 000 $ de chauffage par année. Fait que ça vaut la peine d'être bien fait. Puis après ça, on peut s'entraider pour la finition, les choses, c'est l'aspect esthétique puis tout ça. Ouais, pour la beauté. Puis il y a l'aspect communautaire aussi. Après ça, tu me parlais d'éco-village. Donc ça, c'est un autre aspect vraiment intéressant que je vois que les gens ont un gros intérêt pour ça. Puis après ça, c'est juste, on en a parlé un petit peu dans l'autre vidéo, mais c'est de prendre du leadership, c'est de se lancer, puis de commencer à voir comment on peut ajouter de la valeur avec notre projet qui est soit une maison ou autre, qu'on peut ajouter de la valeur à plus de gens, puis de là, on peut commencer à créer de l'abondance, les gens peuvent se joindre, et puis là, c'est comme ça que les communautés naissent. Tous les éco-villages que j'ai vus qui marchent depuis longtemps ont ce point-là en commun, où est-ce qu'ils ont au cœur de l'entreprise, au cœur de l'éco-village, une entreprise qui leur tient à cœur, qui trouve que l'action qu'elle pose, cette entreprise-là, est viable, éthique, noble et tout ça, et que tous les gens peuvent travailler à cet endroit-là, créer l'abondance qu'ils ont besoin et
autour de ça se développe une communauté. Après ça, ça prend un peu de temps que ça vaut la peine d'avoir un jardinier, ça vaut la peine d'avoir une cuisinière, ça vaut la peine. Puis là, les jobs, les œuvres, les gens qui œuvrent, commence à le faire vraiment localement, puis tout le monde peut travailler sur place. Puis ça, c'est vraiment intéressant comme design. Les enfants peuvent participer aussi de tels projets? Absolument. Fait que dans le fond, dans les serres, nous, on avait toujours des enfants qui venaient se joindre. Ça parce que, comme je le disais, c'est tellement facile qu'ils peuvent vraiment avoir du plaisir. C'est très sécuritaire, je veux dire, à part, c'est sûr, le seul outil dangereux, c'est la masse là, pour impacter la terre, mais je veux dire, à part si tu... Je vais pouvoir la lever, oui. Je veux dire, c'est ça, c'est comme... je pense pas qu'il va y avoir de problème avec ça, là, si les gens sont moindrement responsables. Mais oui, c'est des lieux qui sont vraiment le fun. C'est jouer avec de la terre, en gros, là, je veux dire, on joue avec de la terre, on joue avec la paille, argile, sable, qui est du cob. Fait qu'il n'y a rien de dangereux pour les enfants. Puis souvent, ça peut faire une ambiance le fun. Puis c'est surprenant jusqu'à quel point ils aiment contribuer. Je pense que c'est une des choses avec les enfants, des fois, qu'on veut pas qu'ils fassent trop de choses, alors qu'eux, ils ont un élan pour aller aider, puis ils vont peut-être pas faire la journée au complet, puis ça, c'est bien correct. Après ça, ils vont jouer à côté, mais leur élan, je pense que c'est beau de l'encourager aussi. Ouais. Je suppose qu'avec l'expérience, les années, et même les personnes qui ont participé, contribué à ce projet-là, il y a plein de choses qui ont évolué, grandi. Je veux dire, de plus en plus de jeunes aussi qui arrivent tout jeunes et avec de nouvelles choses, de nouvelles idées. Comment tout ça... Quelles sont les dernières grandes choses comme ça qu'on peut dire qui sont venues? Absolument. Fait qu'après la serre du futur, ça a été une dizaine de serres comme ça, modèles un petit peu à travers le Québec qui ont été construites. Tous en autoconstruction, les gens ont fait par eux-mêmes, en utilisant le DVD ou des légères modifications. Des fois, il y en a certains qui nous ont appelés, on dirait telle modification, puis on a fait des petites modifications pour leur plan, des choses comme ça. Après ça, puis pour moi, la suite, c'était vraiment parce que le DVD n'inclut peu d'informations sur comment cultiver à l'intérieur. Puis là, j'ai vu que c'était la limite de certaines personnes, c'est quoi la prochaine étape? Et c'est pour ça le sociofinancement d'octobre, où est-ce que là, on apporte non seulement un deuxième type de serre, celui qu'on rajoute sur une maison existante, parce que ça, dans le DVD, c'était des serres séparées de la maison. Comment on fait pour avoir une serre adjacente à la maison et comment on fait pour cultiver 12 mois par année au Québec avec Luc Mildermans qui fait ça depuis 35 ans. Donc, ça va être vraiment, vraiment exceptionnel. Fait qu'au niveau de la serre, c'est beaucoup ça. Au niveau des maisons, ça a été vraiment au niveau de l'information. Dans le fond, au début, c'était tout en personne, toute l'information. On avait l'intro design, qui est une formation qu'on voit tous les concepts de base en 2 jours. On apprend comment, sur Internet, sur l'ordinateur, créer soi-même son modèle puis pouvoir tester est-ce que ça va marcher, le solaire passif dans ma maison et tout ça. C'est vraiment intéressant parce que les gens passent du rêve au virtuel et après, c'est tellement plus facile de l'apporter dans le monde concret lorsqu'on a un visuel réaliste et intelligent de ce qu'on aimerait vraiment faire. Et puis après, c'est devenu le certificat. Donc, on a rassemblé 20 experts du Québec et d'Europe parce qu'il y en a quelques-uns qui sont au Québec maintenant. Et on a fait une formation en personne qui rassemble les 20, 6 fins de semaine de suite. Donc, puis c'est sur 6 mois, 6 fins de semaine, une fin de semaine par mois. Et on fait un suivi avec les gens qui, à la fin, terminent avec leur plan. Dans le fond, ils apprennent toutes les étapes, une après l'autre, du design, finissent avec leur plan d'une maison qui, pour eux, si elle est autonome. Si c'est une maison saine, tout en matériaux naturels qu'ils ont décidé de faire, ils peuvent avoir fait ça. Fait qu'on les encourage et on s'entraide, dans le fond, dans ce design-là. Et puis là, la grosse chose qui s'en vient, surtout pour l'Europe, c'est le fait qu'on est en train de tout mettre, donc à partir de décembre, janvier, tout va être en ligne aussi. Fait que, puis on a fait des partenariats avec des experts français qui vont pouvoir faire les ajustements parce que beaucoup de choses sont directement applicables, mais certaines choses sont, au niveau des termes utilisés, des choses comme ça sont différentes. Fait que pour que les gens puissent vraiment bien se retrouver, il va y avoir comme des coachs français qui vont juste venir complémenter l'information qui est dite. On va utiliser la même structure, la même information avec des compléments d'experts et d'architectes français. Eh bien, dis donc. Et dans le monde, il y a d'autres projets comme ça, je suppose, quand même, qui sont en train d'émerger. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'on s'aperçoit que le champ quantique est tellement, nous relie, on est tous reliés les uns les autres, qu'il peut y avoir un même projet qui démarre à l'autre bout du monde sans avoir communiqué, qui se développe de la même manière. Moi, un des projets qui m'inspire le plus, là, qui est vraiment pas relié à nous, mais que nous, on suit, puis on a vraiment un gros intérêt pour ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé une certification qui s'appelle, beaucoup ont entendu parler en Amérique du Nord de LEED, la certification LEED, mais il y en a une autre qui s'appelle le Living Building Challenge. C'est en anglais. Le bâtiment vivant. En tout cas, je pense que c'est le certificat en bâtiment vivant ou quelque chose comme ça. Puis eux ont les mêmes standards que ce que nous, on s'est donné comme objectif, mais même encore un petit peu plus élevé. Fait que eux, c'était pas tant leur objectif que ce soit accessible pour l'instant, mais c'était faire un standard pour dire aux architectes, puis tout ça, hey, c'est là qu'on devrait
vivre maintenant. C'est ce niveau de... Tous les bâtiments sont obligés d'être autonomes juste avec l'eau pluie puis le soleil. Réduire leur chauffage à comme 90% ou plus. Production de nourriture sur les lieux. Il y a tout un aspect là, de confort pour l'habitant à l'intérieur. Matériaux sains uniquement. Fait qu'ils ils ont mis ce standard-là. Puis là, il y a des gratte-ciels, là, des 6-8 étages. Pas tout à fait gratte-ciel, mais 6-8 étages dans des grandes villes qui se bâtissent comme ça grâce à cette certification-là. Fait que cette certification-là, pour l'instant, est plus ou moins accessible au commun des mortels parce que le standard est tellement élevé que c'est beaucoup dans le commercial que ça se fait. Mais c'est un pas en avant important. Puis nous, on va pouvoir se rapprocher puis rattraper ça. On a de la compagnie de... Ils se sentent bien avec nous. C'est ça. Très bien. Un petit dernier, quelque chose d'autre à dire qu'on n'a pas dit qui est important par rapport à cette conversation. Le sujet est vaste et il y a plein de vidéos, mais s'il y a autre chose à mentionner qui serait important pour toute personne qui décide d'aller dans cette direction et qui se pose des questions? Ouais, je dirais pour moi, puis c'est pour ça qu'on le plus d'efforts qu'on a mis, c'est sur l'éducation. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de se donner cette chance-là un petit peu parce que beaucoup de gens rêvent de quelque chose, mais c'est un rêve qui est basé sur avoir entendu une information là, une information là, une information là. Puis malheureusement, c'est souvent quelque chose de pas réaliste. Et à cause que c'est pas réaliste, ils le feront juste pas. Puis ce qu'on dit souvent dans le premier cours du certificat, c'est qu'on dit malheureusement, on va briser votre rêve aujourd'hui. Mais après ça, on va le reconstruire sur quelque chose de solide. Puis vous allez être autant ou plus content, mais à cause qu'il est réaliste, il y a le pourcentage de chances que vous allez le faire pour vrai va augmenter x 10, 20, 30. Et puis, je pense que c'est ça qui est important, c'est au début d'aller faire une ou deux formations ou au moins aller sur YouTube gratuitement. Il y a beaucoup d'informations. Puis essayer de vraiment comprendre comment ça fonctionne parce qu'une fois qu'on a ça, là, on peut continuer à rêver, mais rêver sur quelque chose qui va être concrétisable, qui va être vrai. Puis c'est tellement plus encourageant puis motivant de travailler dans quelque chose qu'on sait qui a le potentiel de se faire pour vrai. Génial! Ouais, cool. Super. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis, à vous, DC Co-créateurs, qui voulez peut-être vous lancer là-dedans, il y a plein de vidéos sur Internet. Vous allez les retrouver sur le site qui est noté et tout ça. On vous embrasse très, très fort de Montréal et on vous souhaite de délicieuses concrétisations de rêves. Hein? C'est bien ça. Salut. Salut.